Bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de pas mal de trucs. D'abord, primo, on rentre dans une situation totalement surréaliste aux États-Unis, qui est un pays qui, à mon avis, est tellement en pleine décadence qu'il ne va pas tarder à disparaître. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Le jour où il n'y a plus Trump, les États-Unis s'effondrent elles-mêmes, littéralement sur elles-mêmes. Les Simpsons, que vous connaissez tous, oh ben là, du chocolat. Les Simpsons ont décidé d'arrêter le doublage des personnages noirs dans les Simpsons par des blancs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes blanc, vous n'avez plus le droit de doubler donc des personnages noirs. Même si personne ne voit votre visage, c'est juste votre voix. Et après, on nous dit que c'est pour lutter contre la discrimination raciale. C'est-à-dire, si vous faites de la doublure et que vous êtes blanc, ben, c'est pas grave si toi tu es victime d'une discrimination. Tu n'as pas le droit de doubler un noir, donc c'est pas bien. Personne n'a dit par contre que les noirs avaient l'interdiction de doubler les blancs. Et à part ça, c'est pas de la discrimination raciale. Bon, c'est rien ça, c'était juste une petite annonce comme ça, c'est rien du tout. Une petite crotte de nez. Assa Traoré, pour parler de sujets qui fâchent. Assa Traoré, notre petite héroïne nationale LGBTiste, qui dit qu'elle dit que la polygamie est une extraordinaire, fabuleuse, enrichissante aventure. Notre petite Assa Traoré qui prône la partouze, donc, ah bah c'est ça. Elle est allée aux États-Unis recevoir un prix. Oui, elle a eu une décoration pour sa bravoure d'avoir lutté contre la discrimination raciale en France. Ah oui, Assa Traoré, elle lutte contre la discrimination raciale en traitant tous les gilets jaunes de fachos, en traitant les identitaires qui ont développé une banderole sur le toit de juifs. Elle lutte énormément contre la discrimination raciale en appelant à déboulonner les statues, etc. Bien sûr, en appelant à effacer l'histoire de France. Elle lutte vachement contre la discrimination raciale. Elle n'a pas appelé à tuer les blancs, mais elle n'est pas allée au bout quand même. Je pense que si elle l'avait fait, elle aurait carrément reçu $1 milliard directement de la poche de Rothschild, qui est son patron. C'est Rothschild qui finance Assa Traoré. Rothschild qui lui-même finance aussi Soros. Juste, on va en reparler. Alors, Assa Traoré, figurez-vous qu'elle est la petite fille d'un monsieur qui est chef de village, donc son grand-père, chef de village en Afrique, qui a un village qui ancestralement pratique l'esclavage. Et qui le pratique toujours, nous dit TV Liberté dans un article récent. Alors, ma petite Assa Traoré, avant de venir nous expliquer à nous, aux Blancs, qu'on est des gros enculés colonialistes et qu'il faut nous tuer nos têtes de cochon, retourne voir grand-papy. Va voir papy et il va t'expliquer comment ça se passe chez lui. Et s'il te plaît, ferme ta gueule. Parce que pendant ce temps-là, aux États-Unis, tes maîtres, je parle de Assa Traoré, tes maîtres, tu sais, ceux qui t'ont donné de l'argent là pour faire tes petites conneries là, eh bien ils donnent de l'argent à d'autres gens comme toi, américains, des noirs aussi, qui viennent de déposer des guillotines devant la porte de Jeff Bezos. Ceux qui ne savent pas qui est Jeff Bezos, c'est le créateur d'Amazon, mais pas seulement, c'est l'homme le plus riche du monde, dit-on. Plus riche que Bilou encore, plus riche que Zucchi, plus riche que Soros, plus riche que Rothschild, je vois pas comment, mais bon. Nous dit-on, c'est l'homme le plus riche du monde qui a gagné encore plus énormément d'argent ces derniers mois avec la pandémie, parce que les gens ont commandé sur Amazon. Eh bien, ils ont mis des guillotines devant sa porte. Ah, c'est bizarre ça, dis donc, Jeff Bezos. Pas de guillotine devant la porte de Soros, qui finance les antifas. Les antifas qui, eux, par contre, n'hésitent pas à tirer sur les flics. Et puis qui sont cagoulés, et ils sont blancs. C'est pas des noirs. Mais ils sont parmi les manifestants Black Lives Matter. C'est marrant ça. C'est bizarre, Pas de guillotine devant chez Soros, pas de guillotine devant chez Rothschild, pas de guillotine devant Bill Gates, pas de guillotine devant Zuckerberg, non, devant Jeff Bezos. Puis on apprend que Jeff Bezos, en réalité, est un des ennemis jurés de Soros. Ah, bah c'est bizarre, ça. Alors, il s'est passé encore un truc étrange, c'est que, imaginez un petit peu une guillotine devant la porte d'un mec. Imaginez que demain, je ne sais pas moi, les gilets jaunes constituants, sur lesquels je me suis trompé, mea culpa, je les ai confondus avec les identitaires, j'ai dit qu'ils étaient sionistes, pardon. J'ai confondu, c'est les identitaires qui, je crois, sont plutôt sionistes. Les gilets jaunes constituants, qui ne sont donc pas sionistes, qui sont plutôt anti-sionistes, et donc que je salue, et encore une fois, je m'excuse, pardon, c'est comme si les gilets jaunes constituants avaient déposé une guillotine devant la maison de BHL. À votre avis, ou Attali, à votre avis, juste une question comme ça,
combien de temps la guillotine serait restée, et combien de temps les gilets jaunes constituants seraient restés en liberté avant qu'on les mette en tôle définitivement pendant au moins 2 ans. Je vous pose une question. Mais aux États-Unis, tu as le droit de mettre une guillotine devant la porte d'un milliardaire qui est l'ennemi de Soros. Hein, je pense que d'ailleurs la famille d'Assa Traoré pourra bientôt mettre une guillotine devant la porte de Soral, ou non pas de Zemmour, ça ne marchera pas, devant la porte de Soral ou devant la porte de Diodo. Hein, même s'il est noir, c'est pas grave. Hein, eux, ils pourront le faire. Hein, c'est comme ça qu'ils luttent contre la discrimination raciale. Alors, aux États-Unis, Jeff Bezos, donc, en faisant une recherche Google, j'ai tapé, vous savez, guillotine, Jeff Bezos. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je suis tombé sur cette page. Et alors, ça, c'est un genre de site où tu peux commander des fringues, des trucs en ligne, redbubble.com, et je suis tombé sur une tête de con, là, avec une tête de conne, qui porte un t-shirt marqué « Official Member of the Let's Guillotine Jeff Bezos Club ». C'est-à-dire, vous êtes un membre officiel du club Guillotinons Jeff Bezos. C'est des t-shirts, il y a toutes les tailles, 20 $, voilà, small, medium, light, triple XL pour les Américains. Et alors il y a tous les modèles, il y a des sweatshirts avec 2 couleurs, il y a le long, il y en a pour des blancs, il y en a pour des noirs. Let's guillotine Jeff Bezos. Hein? Et puis il y en a aussi d'autres, c'est marqué We eat Jeff Bezos first. Nous mangeons d'abord Jeff Bezos. Hein? Non, c'est pas des conneries. Et Eat the rich. Mangeons les riches. Hein? Mais ils sont financés par Soros. Mais ça, c'est pas marqué. En bas du t-shirt, ça devrait être marqué Financed by George Soros. Mais c'est pas marqué en bas du t-shirt. No, just marqué Fuck Jeff Bezos. We will eat all the rich. Bon, les États-Unis, sincèrement, faute d'histoire, est un pays qui disparaîtra, parce que pour qu'un pays ne disparaisse pas, déjà la première des choses, c'est de commencer à ne pas effacer son histoire. En voulant déboulonner les statues de Christophe Colomb et je ne sais quoi, on essaie de déboulonner et d'effacer l'histoire des États-Unis qui n'a que 300 ans. Déjà, c'est pas bzef, comme dirait Bezos. C'est pas Bezos. Donc, non, on n'efface pas l'histoire d'un pays, sinon on va effacer l'histoire de Rome, on va effacer l'histoire de l'Italie, qui, bah oui, dans son histoire, ces 3000 dernières années, Rome, l'Italie, c'est pas que l'élection de Berlusconi, hein. Ça remonte quand même à 2000 ans, quasiment 1800 ans de domination romaine colonialiste sur l'Europe, sur le nord de l'Afrique et sur le plateau asiatique, hein, quand même. Donc, si on veut parler de l'Italie aujourd'hui, est-ce qu'on va parler de son passé colonialiste romain et guerrier, bien sûr, hein? Non, on n'efface pas l'histoire d'un pays. Et donc, aller effacer, détruire la statue de Christophe Colomb qui n'a même pas découvert le continent américain, c'est pas lui qui l'a découvert. Hein, voilà, donc c'est Vespucci, c'est Amerigo Vespucci, c'est pour ça que ça s'appelle l'Amérique. C'est Amerigo Vespucci. D'ailleurs, je crois un italien, c'est pas un espagnol. Bref. Et donc, pourquoi déboulonner la statue de Christophe Colomb qui s'est arrêté, je crois, aux îles Moustiques, aux Bahamas. Il n'est pas allé plus loin, Christophe Colomb. Voilà. Enfin bon, bref, pour dire l'ignorance et la bêtise de ces gens-là. Donc, c'est pareil en France, on essaie de déboulonner des statues ou d'effacer des pans de son histoire. Il ne faut pas toucher à l'histoire. On ne brûle pas les livres, on ne détruit pas les statues. Hein? Alors, comme par hasard, les Black Lives Matter aux États-Unis soutiennent les LGBT, en France aussi. Hein, comme a dit Assa Traoré, c'est fabuleux, LGBT, c'est fabuleux, la partouze, la polygamie, faisons des gosses, mais oui, bien sûr. Et donc, ils soutiennent les LGBT, ils soutiennent les mariages gays, j'en passe, bien sûr. C'est pas la communauté noire américaine. La communauté noire américaine ne soutient pas les LGBT. Point. Donc, ces crétins qui sont payés par Soros, là, sont payés pour détruire, et rien d'autre, les identités nationales, voilà, en faisant porter le chapeau sur les Blancs. S'ils s'y connaissaient un peu plus, ils sauraient que les Blancs ne sont pas les plus grands trafiquants d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Que la culture arabo-musulmane l'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, alors je vous parle, autant les Français, la France a arrêté le colonialisme en 1848, autant il y a encore des pays arabo-musulmans qui pratiquent l'esclavage. Alors je vous parle, et en Libye, un noir s'achète 400 $ sur les marchés. Alors venez pas vous donner des leçons. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais dire. Hein? Je vais passer à la suite du sujet. Alors, des menaces de mort, bah, imaginez un petit peu que je porte un t-shirt Let's Eat BHL, Let's Eat Atali.
Hein, guillotinons carrément Frédéric Aziza. Bon, pourquoi pas? Bon, je dis n'importe quoi. J'y ferai pas 2 mètres dans la rue, on est d'accord. Hein. Ah, ce qui n'empêche pas mes petits amis. Parce qu'hier j'ai parlé un petit peu de colonisation pendant le live. Et c'était avant-hier, et il y a un monsieur, alors un Algérien visiblement, qui n'est pas content du tout. Hein. Alors il est tellement pas content qu'il m'a fait une menace de mort. Il faut savoir que moi je sais que je suis suivi par quelques Algériens, et je les salue, et c'est mes frères, autant que les Marocains sont mes frères. Et j'espère rencontrer beaucoup d'Algériens. Karim Ben Abdelkader, qui est mon ami, est algérien, m'a promis que je serais bien reçu en Algérie. Alors je vais vous lire ce que j'ai reçu là. Alors je pense que c'est un franco-algérien, hein, parce que pour écrire pareillement, ça peut pas être un Algérien, j'y crois pas trop. Alors il s'appelle Sami Si Mohamed. Hein. Espèce de petit enculé planqué binoclard. Alors comme ça, l'Algérie s'en sort pas sans la France, mais j'ai jamais dit ça. J'ai posé la question. J'ai dit, ceux qui ont connu l'époque où il y avait encore des Français en Algérie, est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux ou pas mieux? Je pose la question, c'est une question. Pourquoi? Parce que moi je discute avec des Africains d'Afrique, pas des Franco-Africains, des Africains d'Afrique, qui m'ont dit que la colonisation, bien entendu, a été terrible, horrible, mais qu'il ne faut pas non plus tout jeter parce que les Blancs, en général, ont aussi apporté des avancées technologiques dont ils se servent toujours, et à ce titre, on ne le dit pas, parce que, évidemment, le côté négatif de la colonisation prend tellement le dessus sur le drame humain, qu'on ne parle pas des avancées qu'il y a eu. Ça, c'est les Noirs eux-mêmes qui me le disent, qui me l'ont dit. Moi, je demandais, dans mon live, aux Algériens, est-ce que depuis qu'il n'y a plus la France, les Français, est-ce que c'est mieux en matière d'urbanisme, de ramassage des détritus, de tout ça? Est-ce que c'est devenu un Eldorado, ou est-ce que ça a plutôt eu tendance à se laisser aller? C'était une question. C'était une question. Quand Soral est allé en Algérie, il a fait un compte-rendu qui n'était pas Jojo. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que poser une question. Et voilà donc ce monsieur qui me dit, petite pute de lâche au service des pédophiles français. Non, je ne suis pas une pute de lâche et je ne suis pas au service des pédophiles français. Hein. On insulte l'Algérie? Non, je n'insulte pas l'Algérie. J'espère sincèrement pour mes frères algériens que ça va bien chez eux, et mieux qu'en France. Tu ne parles pas de ton armée de Satan qui a violé et tué et torturé des Algériens. Ça n'est pas mon armée, et j'en ai largement parlé, et bien entendu que je suis contre cette armée. On attend le jour où on va t'attraper, toi et ta femme. Belle salope, un jour prochain, bientôt, on arrive. Écoutez, je garde votre mail sous le coude, main courante et déposée à la police et aux frontières du Maroc, et si vous débarquez, on ira vous voir. Voilà. C'est triste, hein? C'est triste de ne pas comprendre et de ne pas entendre ce que je dis. Moi, je suis esclavagiste, moi. Traitez-moi aussi de négrier pendant que vous y êtes, allez-y. Allons-y, gaiement. La vérité, c'est que parce que je suis blanc et parce que je suis français, j'ai pas le droit de parler. Mais merde, je vous emmerde, je parle, je dis ce que je veux. Le problème, c'est que ces tarés sont capables de me planter un coup de couteau entre les omoplates, alors que je suis un bienfaiteur de l'humanité, hein, puisqu'on va parler, là, oui, je suis un bienfaiteur de l'humanité. D'ailleurs, ma femme va vous le dire. Hein, elle a un petit communiqué à vous faire, et ça sera dans une vidéo tout à fait à part, que je vais mettre bientôt en ligne. Les écologistes, pour faire une transition, bah oui, on me dit, t'as vu la claque qu'a pris à l'REM, c'est les écolos qui ont gagné, ah, c'est génial. Non, les écolos, c'est le bras droit de LREM. Donc ça ne change rien, ils garderont la main par les écolos. Et ils feront faire des conneries par les écolos. Mais les mêmes conneries, c'est-à-dire la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute pour pouvoir vous flasher encore plus. Parce que c'est pas du tout écologique, hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Rouler à 110 au lieu de 130 n'est pas écologique. Voilà. C'est pas plus écologique que de porter des caleçons bout-filtre. Hein. Et donc, eh bien, est-ce que les écolos, on va les entendre sur la loi du 17 mars dernier qui est passée grâce à LREM? Vous savez, cette loi qui autorise les Français à vendre leurs animaux domestiques au laboratoire de vivisection? Hein? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Grâce à LREM, le pays qui détient le plus d'animaux domestiques par habitant au monde, la France, Cocorico, j'en étais très fier, est aussi le pays qui vient de donner l'autorisation aux citoyens français de vendre leurs animaux domestiques dans les labos. Les labos qui probablement aussi donnent une grande rétribution au gouvernement, je suppose. C'est pas possible autrement. Et vous voulez que je sois heureux sur cette planète, moi? Ou dans mon pays, en France? Vous me dites, mais reviens. Mais jamais, jamais je ne reviendrai. Jamais. Un pays aussi honteux ne mérite qu'une chose, hein, c'est d'être rayé de la carte. J'ai honte, absolument honte.
Et pour faire répondre à ce monsieur là qui me traite d'enculé, là, qu'il faut assassiner, je lui répondrai que moi, par contre, je fais ce que je peux ici pour aider les animaux africains, les animaux marocains. D'accord? Et j'aide les associations. Et financièrement. Ok? Toi, tu fais quoi, toi, en Algérie, pour les animaux? Tu fais quelque chose? Alors, ferme ta gueule. Alors, photo. Oui, vous savez qu'Airbus A380, c'est fini. Ah bah oui. Alors, ils ont remplacé l'A380, qui était le plus gros porteur du monde. Hein, ah oui, parce que la France était le seul pays au monde qui a été capable de fabriquer un avion supersonique, l'Airbus. Il y en a qui me disent, attention Jim, l'Airbus c'est aussi une création anglaise. Non, les Anglais n'ont mis que les moteurs, qui sont les moteurs Rolls-Royce. C'est tout. Toute la technologie, l'ingénierie aérodynamique est française sur l'Airbus et sur le Concorde. Les ingénieurs aérodynamiques et aéronautiques français sont les meilleurs au monde. Point. Final. Stop. Pas de discussion. Les Russes se démerdent bien, les Américains se démerdent très bien, les Français sont meilleurs. Stop. Pas de discussion. C'est comme ça. Il y a du génie français. Alors donc, on a remplacé l'A380 par un avion beaucoup moins cher et beaucoup plus petit, beaucoup moins polluant. Le voici. Bon, évidemment, je déconne, c'est une boutade. Mais disons que c'est plus en rapport avec la grandeur de notre président, de notre gouvernement et de notre pays actuellement. D'ailleurs, Air France a décidé aujourd'hui de licencier 15 000 personnes dans le monde, dont 5 000 en France, alors qu'ils viennent de recevoir 7 milliards d'aides. Alors j'ai fait un petit calcul. Air France, c'est 26 milliards de chiffre d'affaires annuel. 26 milliards de chiffre d'affaires annuel, ça fait environ 2 milliards, 2 milliards, 2 par mois. D'accord? Donc, comme ils ont arrêté de travailler pendant à peu près 3 mois, ça fait un peu plus de 6 milliards, 8, on va dire 7 milliards. C'est ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu 7 milliards d'aides de la part du gouvernement. Donc, normalement, ils n'ont pas à licencier qui que ce soit, puisque le gouvernement a pallié à toutes leurs pertes. Eh bien non, ils licencient quand même 15 000 personnes, dont 5 000 Français. Le but, bien entendu, est de continuer à désindustrialiser la France et à rendre les Français chômeurs, hein, et à les mettre au revenu universel. Tout ça est calculé, je ne peux pas croire qu'il en est autrement. Voilà. Alors, vous m'avez cassé les couilles, mes modèles géants, avec les masques à oxygène, blabla, blabla, blabla. Vous avez été assez nombreux d'ailleurs, assez étonnamment, à me dire « Jim, autant je suis souvent d'accord avec toi, autant sur ce sujet tu es à côté de la plaque. » Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, allez écouter les autres. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire selon son âme et conscience. Est-ce que vous entendez ça? Je ne fais pas de vidéo pour faire plaisir ou pour plaire à qui que ce soit, ni pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Je dis ce que moi, je sais, je sens, je ressens ou ce que j'entends. Quand je vous dis que les masques sont utiles à 40%, ils sont utiles à 40%. C'est comme ça, parce que c'est une évidence, parce que les chirurgiens, les dentistes les utilisent tous les jours à longueur d'année, et parce que si c'était inefficace, ils n'en utiliseraient pas, et que vous ne le savez pas mieux qu'eux. D'accord? Et que moi j'ai un cursus médical, je le rappelle, que j'ai une formation de 5 ans, là, dernièrement, et que je sais mieux que vous comment fonctionne le système immunitaire. Mieux que vous si vous n'êtes pas dans le médical. Donc ne me prenez pas pour un con, je suis moi-même thérapeute, je sais que, bien entendu, le masque ne filtre pas en ce qui concerne l'inspiration, mais qu'il filtre en ce qui concerne l'expiration. D'accord? Quelqu'un qui est malade doit porter un masque par civisme pour ne pas jeter ses miasmes sur les gens qui sont à l'extérieur. Il ne sert à rien de porter son masque collé au visage du matin au soir comme ça. Quand vous êtes dans un endroit où il n'y a personne, vous faites ça, comme je fais moi d'ailleurs, vous faites ça. Et quand vous entrez dans un endroit public où il y a beaucoup de monde, vous le remettez. Et vous gardez quelques minutes. D'ailleurs, moi je ne tiens pas plus que quelques minutes, hein, je ne peux pas respirer avec ce truc-là. J'arrive pas, ça m'étouffe. Voilà. Et donc, bien entendu, qu'il n'est pas prévu de garder 12 heures par jour ou 8 heures par jour son masque quotidiennement sur la gueule, collé. J'ai jamais dit ça. Mais quand vous allez dans un endroit public, ça filtre quand même à 40% vos miasmes. Vos miasmes. D'accord? Quand vous les expulsez. Ceci est un fait.
Alors, si vous avez envie de ne pas polluer votre entourage et si vous êtes malade, vous portez un masque, point. Donc ça sert, arrêtez de me dire que ça ne sert à rien, ça sert. Tout comme ceux qui me disent, il n'y a pas eu de pandémie parce que c'est un enfumage, parce qu'on a truqué les chiffres. C'est pas parce qu'on a truqué les chiffres qu'il n'y a pas eu une véritable épidémie. Il y a eu une véritable épidémie. Voilà. Il n'y a pas eu 35 000 morts en France du corona, on est d'accord, mais il y en a quand même qui sont morts du corona. Voilà. Arrêtez d'être ou là, ou là. Soyez au milieu. Les masques, ça peut aider. C'est une des mesures à prendre en cas de pandémie, comme se laver les mains, avoir du gel hydroalcoolique, porter des gants. Ce sont des gestes sanitaires de base. Masque quand il y a du monde, quand il n'y a personne, ça ne sert à rien. Masque quand il y a du monde, gants, gel hydroalcoolique, distance sociale, isolement à la maison. C'est la base. Voilà. Il n'y a pas à couper ça autour de ça. Là, vous êtes en train de partir dans l'extrême. On vous a confiné. Alors, mon Dieu, ah non, c'était une connerie. Il faut jamais plus confiner. Alors, on en reparlera. On en reparlera quand il y aura de nouveau une pandémie. Bien entendu qu'avec un peuple indiscipliné, on n'a pas le choix. Il faut confiner. Alors, je ne dis pas qu'il faut confiner 3 mois, mais en général 15 jours, le temps au moins d'une quatorzaine. Voilà. Et, ou alors on pratique l'isolement des personnes malades. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez de m'emmerder. D'accord? Et si encore une fois vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, changez de chaîne. Je ne suis pas là pour vous plaire. Voilà. Pour ça qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Soyez dans le juste milieu. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais Sylvain Autrota, il l'a dit. Mais Sylvain Autrota, il dit ce qu'il veut. Je vais jamais aller critiquer sur la chaîne de Sylvain Autrota. Ouais, t'as dit ça, tu dis n'importe quoi. Sylvain Autrota. Mais non, il dit ce qu'il veut. Il fait parler le professeur Perron. Le professeur Perron n'a jamais dit qu'il ne fallait pas porter de masque. Le professeur Perron n'a jamais dit qu'il ne fallait pas se vacciner, par exemple. Le professeur Perron n'est pas anti-vax. Il a dit que le vaccin avait sauvé des milliards de vies. Bon, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. D'accord? Moi, vous m'engueulez parce que je vous dis que oui, parfois, il faut se vacciner. Oui, parfois, il faut. Je suis dans la voie du milieu. Vous comprenez ça? Je ne ferai jamais vacciner mon gosse des 11 valences obligatoires françaises avec l'hépatite B et l'aluminium et les adjuvants en mercure. Jamais. Jamais je ferai. Par contre, le DTP, diphtérie, polio, tétanos, qu'on m'a administré, qu'on vous a administré, sans adjuvant, sans aluminium, je le ferai à mon gosse quand il sera en âge de le recevoir. Sûrement pas avant 2 mois, mais à l'âge de 4-5 ans, je le ferai. Parce que c'est un vaccin qui a montré son efficacité. Et c'est pas la peine de parler avec moi. Ne discutez pas avec moi de ce genre de choses. C'est ce que moi je sens, juste ou pas. Là. Pas la peine de me dire non, t'as tort, non, t'as tort. Non, j'ai pas tort, pas plus que vous avez tort. Laissez-moi dire ce que je veux. Parlons d'autre chose. Parce qu'évidemment, on parle de masque, on parle de pandémie, soi-disant pandémie bidon. Les Chinois sont en train de nous dire qu'ils ont découvert un nouveau virus. Un virus fait par les porcs. Oh, un virus porcin, dis donc, ça faisait longtemps. Oui, alors ils craignent une pandémie. Ah, bah tiens, il y avait longtemps aussi. Serait-il normalement plus puissant que le coronavirus? Oh, bah tiens. Alors oui, alors c'est les cochons, alors cette fois qui ont fait le virus. La dernière fois, c'était les pangolins en alliance avec Black Chauve-souris Matter. Mais là, non. Là, cette fois, c'est Pigs and Cochons Matters. Donc là, c'est autre chose. Mais oui, les animaux l'ont mauvaise contre nous. Hein. Depuis qu'ils ont appris qu'LREM avait passé la loi du 17 mars qui nous autorisait à vendre nos chiens au laboratoire pharmaceutique, ils ont décidé de nous balancer un nouveau virus. Les animaux, pour se venger. Ouais. C'est les animaux qui font les virus, c'est connu. C'est connu. D'ailleurs, j'entendais Pierre Jovanovic et Soral hier, ils ont fait un duo là, où ils disaient on ne sait pas vraiment d'où ça sort cette pandémie de corona. Si, on sait. On sait. Ça sort du laboratoire Gilead qui est à Wuhan, à l'adresse 666 avenue je ne sais pas quoi, qui est une véritable adresse. 666, c'est le laboratoire de George Soros. 666 avenue quelque chose à Wuhan. Hein, je l'ai dit dans mes vidéos. Regardez toutes les vidéos que j'ai faites depuis 3 mois. Hein. J'ai tout dit. Tout ce qu'on dit d'ailleurs, Jovanovic et Soral hier, j'ai déjà tout dit depuis 3 mois. Donc je suis assez fier de moi, ça prouve que je suis dans la bonne direction. Et donc ils disent, on ne sait pas d'où ça vient, bien sûr que si. Ça vient de ce labo, certainement en complaisance avec le labo français qui a été placé par le Marek Buzyn, ils travaillent ensemble. Tout ça sponsorisé par BlackRock, Bill Gates, Soros et BFM Drahi pour la branche française. Oh, c'est bizarre, bah oui. Alors Gilead, bien entendu. Gilead, ils ont voulu discréditer la chloroquine depuis le départ. Pourquoi? Parce que Gilead, qui est le laboratoire Bill Gates, Soros, BlackRock, Drahi,
pour ne citer que, Gilead, en fait, si tu veux, ils avaient déjà un remède à nous vendre. Et ils ont été pris de vitesse par Didier Raoult, dis donc. Ils ont dit, mais attends, on a à peine lâché le virus dans l'air, on n'a pas eu le temps de donner le remdesivir, il y a eu l'autre con de Rahan, il nous a grillé, il nous a coiffé au poteau avec sa chloroquine à 7 $. Merde, vite, finançons des études pour discréditer la chloroquine. Pourtant, on avait bien donné des ordres en France, on avait bien dit à la ministre de la Santé de passer la chloroquine poison vénéneux, on lui avait dit, oui. Ah bah merde, alors ils l'ont fait quand même. Ah bah maintenant on est grillé, tout le monde a utilisé la chloroquine dans le monde. Regardez la carte de tous les pays qui aujourd'hui recommandent la chloroquine. Oh bah alors comment on va faire? Oh bah on va demander à The Lancet de faire une étude bidon pour discréditer la chloroquine. Puis il faut discréditer tous ceux qui l'ont vendue. Alors Estrosi va dire, je me suis trompé, je n'ai pas été guéri grâce à la chloroquine, j'ai été guéri grâce à Gilead et le remdesivir. Merci Gilead. Il va falloir que tous ceux qui s'en sont sortis grâce à la chloroquine fassent un démenti, Ça va être chaud. Oui, parce que quand on crée un virus et qu'on le balance sur les gens, en général, on a l'antidote qui va avec. Mais là, ils ont resté avec l'antidote comme ça, ils n'ont pas eu le temps de le dire, le Raoult, il est passé avant, comme ça. Oh, c'est con parce qu'ils avaient du remdesivir. Alors, vous savez combien c'est vendu? Alors, la chloroquine, 7 € la boîte, le remdesivir, 2350 €. Alors, les Américains ont dit, on va quand même en commander quelques boîtes, pour pas faire de peine à nos amis de BlackRock et de Bill Gates. Alors, ils ont commandé quelques boîtes de remdesivir. Voilà, puis en France, maintenant, ça va être le remdesivir, remboursé par votre tiers payant sécurité sociale à 2350 €. Voilà, et après on va dire, oh bah c'est bizarre, la sécurité sociale, il est déficitaire. Bah oui, mais alors attends, t'as acheté de la chloroquine à 7 $ ou du remdesivir à 2350? Oh bah j'ai pris le 2350, c'est quand même mieux, Si BFM le dit, franchement, je les crois, Alors, moi j'ai envie de dire à Gilead dans les yeux, vous nous prenez vraiment pour des cons à ce point-là? Ne répondez pas, j'ai une réponse toute faite pour vous. Oui, la réponse est oui. Vous nous prenez pour des cons. À l'autre question, est-ce que vous avez raison de nous prendre pour des cons? La réponse est oui, vous avez raison de nous prendre pour des cons. J'étais ce week-end avec des gens que je ne connaissais pas. J'en connaissais 2 parmi eux, puis toute une dizaine de personnes que je ne connaissais pas. On a commencé, alors, comment ça a été pour toi, le confinement, blabla. De fil en aiguille, on en est venu à parler du pourquoi, du comment de la pandémie. Et puis il y en a qui ont dit, oh, vous savez, là, vous rentrez dans des discours complotistes. Ça, il y a beaucoup de conneries sur Internet. Vous ne devriez pas écouter trop Internet, ils m'ont dit comme ça. Parce que, franchement, Didier Raoult, excuse-moi, mais il y en a qui m'ont parlé comme ça. Ils étaient 8 sur 10 à me dire ça. Ils m'ont dit, là, apparemment, ils ont un traitement, le RMD quelque chose, la remdesivir, je sais pas quoi. Ah ouais, non, si, on l'a vu. Je dis, ouais, vous écoutez BFM? Ils m'ont dit, ouais, BFM, c'est pas terrible, mais des fois, il y a des bons trucs, ouais. Non, mais là, ils ont dit, ils ont un traitement, là, ça coûte un peu cher, mais ouais, Didier Raoult. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, vous ne devriez pas trop écouter Internet. Ils ne connaissaient pas, bien sûr. Je leur ai dit, vous avez raison, je vais aller reprendre du Gervita, excusez-moi, je suis reparti, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, il y a du Gervita ici? C'est bizarre, ça. Donc, la réponse à Gilead, vous nous prenez pour des cons, avez-vous raison de nous prendre pour des cons? La réponse est oui, et oui. Voilà pourquoi rien ne change, mes amis. Parce que vous et moi, nous faisons partie d'un petit groupe d'humains qu'on peut appeler les rebelles, les avant-gardistes. On est trop en avance pour la masse. La masse est endormie à 98-99%. Tant qu'on ne sera pas arrivé au moins à 7-8% d'éveillés, il n'y a rien qui changera. Ce ne sera pas la masse critique. Il faut une masse critique. La masse critique, c'est au moins 10%. Là, on est bien en dessous. On est à 1 ou 2%, et c'est pour ça que les gens continuent à voter pour Martine Aubry, pour Hidalgo, et pour les écolos, pour Mélenchon, qui vient de se faire mettre en examen, etc., pour les crevures maçonniques, quoi. Il n'y a pas d'éveil. Donc, ne rêvez pas, mes amis. Vous faites partie du 1% d'éveillés, voilà. Bravo, félicitations à vous. Mais quand on fait partie des 1% considérés comme des tarés, des conspirationnistes et des complotistes dans un pays, la seule solution, c'est taillot. Taillot. Moi, je me suis barré, je ne supportais plus d'être le seul à avoir les yeux ouverts. Je vous assure. Dans mon entourage, ça m'était insupportable. Insupportable. Je ne pouvais plus supporter. Voilà. Alors, arrivera un jour où ça sera votre cas. Dieudo. Vous avez été nombreux à m'écrire. Dieudo s'est fait fermer sa page YouTube, Facebook, et puis son compte YouTube. Jim, tu te rends compte? Bah oui, je sais. C'est pas la première fois que ça lui arrive.
Alors il avait en urgence recréé un second compte YouTube, déjà refermé aussi. Ah oui, alors que se passe-t-il, Jim? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il fait partie des pestiférés. Les pestiférés, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est les gens qui critiquent le sionisme. Quand vous critiquez le sionisme, vous devenez pestiféré. Vous n'êtes plus ni Charlie, ni vous tombez pas sous la liberté d'expression, ni rien du tout. Vous êtes pestiféré. Vous n'avez plus le droit de passer à la télé, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus le droit de faire des spectacles, vous n'avez plus le droit d'avoir de compte YouTube, vous n'avez plus le droit de rien faire sur les réseaux sociaux. Vous êtes un pestiféré. C'est tout juste si vous avez le droit d'avoir un compte en banque. Voilà. Et donc, qui est-ce qui se réjouit de ça? L'Union des étudiants juifs de France. Regardez leur magnifique communiqué. Les étudiants juifs de France. De quoi je me mêle, mes amis, les étudiants juifs de France? C'est, moi, je vais aller en Israël, je vais monter une association, l'Union des étudiants chrétiens français d'Israël, hein, d'accord? Et je vais demander la fermeture des comptes YouTube de tous les humoristes israéliens qui critiquent la France, ou le christianisme, ou Jésus, d'accord? Vous allez me dire, fous le camp de mon pays à coup de pompe dans l'oignon. Alors moi, je vous le dis, les mecs, jusqu'à quand vous croyez que ça va marcher, votre petite dictature, là, où vous allez vous permettez de pouvoir faire fermer les comptes Facebook et les chaînes YouTube, parce que Facebook, c'est Zuckerberg, et qu'il est comme vous, hein, voilà, ça marche dans le même sens, et que donc ils font la pluie et le beau temps sur leur propre réseau, ce qui est tout à fait normal. Si demain je monte un réseau qui s'appelle Jim Réseau, je vais pas tolérer qu'il y ait des connards qui écrivent des saloperies sur ma femme. C'est logique. Hein, je vais bien sûr les bannir. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, on parle de réseau avec des lois. Les lois, c'est les lois républicaines, les lois françaises, les lois gouvernementales de chaque pays. Vous n'avez pas le droit de fermer un compte YouTube internationalement. Si vous voulez fermer le compte YouTube de Dieudo en France, parce que en France il a été condamné et qu'il a désobéi à des lois françaises, pourquoi pas? À la limite, ça se discute, mais pourquoi pas? Sauf que là, vous avez fait fermer son compte mondialement. Moi, au Maroc, non plus, j'ai plus accès au compte de Dieudo. Et ça outrepasse de très très loin vos prérogatives et vos droits. Donc, il va arriver à un moment donné, messieurs de l'UEJF, messieurs de la LDJ, messieurs du CRIF, de la LICRA, de BTA, et j'en passe, toutes ces associations ultra-communautaires pro-sionistes, il arrivera un jour où ça va se retourner contre vous. Je ne vous menace pas. Vous me menacez par contre tous les jours, mais moi je ne vous menace pas. Je vous dis juste, ça risque de vous prendre au pif, vous risquez de prendre un retour de bâton sévère. Attention. Je me soucie de votre santé, bien sûr. Alors, il y en a qui m'ont dit « Ouais, Jim, t'as osé parler des gilets jaunes constituants, t'as dit qu'ils étaient sionistes, alors je quitte ta chaîne. » Oh, les gars, mea culpa, j'ai confondu les gilets jaunes constituants avec les identitaires, qui eux sont sionistes. Jusque-là, je crois que je ne me trompe pas. Pardon, je connais pas hyper bien tous ces groupuscules parce que je suis pas en France et parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, pardon auprès des gilets jaunes constituants, j'ai dit qu'ils étaient sionistes, mea culpa. Excusez-moi, j'ai confondu avec les identitaires. Pardon, d'accord? Ça va? C'est réglé? J'ai fait une erreur, je l'ai dit. Quand je fais des erreurs, je le dis. Hein. Voilà. Donc, imaginez les gilets jaunes constituants déposer une guillotine devant la maison de Attali. Ça ne durerait pas 2 minutes. Par contre, imaginez l'UEJF poser une guillotine devant la maison de Dieudo, ça serait applaudi par le CRIF, la LDJ et le gouvernement français avec les médias. Ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Que va-t-il vous tomber sur la gueule? Bien écoutez, j'ai déjà suffisamment prévenu. En janvier 21, c'est le forum de Davos. Il y est question au programme du Great Reset, le grand reset, la grande remise à zéro. Le secrétaire général de l'ONU appelle à une gouvernance mondiale mordante et au grand reset. Que va-t-il vous tomber sur la gueule? La programmation de la disparition du cash, à mon avis, la surveillance globale généralisée due à des raisons sanitaires de toute l'humanité, la reconnaissance faciale partout, le flicage, le traquage, le revenu universel, la disparition des monnaies cash et fiat contre des monnaies numériques. Voilà ce qui arrive. L'intelligence artificielle, voilà le programme. Hein?
Alors préparez-vous à vous faire mettre au chômage et au revenu universel. 500 euros, 450, 500, voilà ce que vous aurez pour vivre bientôt. Pas tous, hein, mais certains d'entre vous. On en reparlera, je ne peux pas faire plus que ça pour aujourd'hui sur ce sujet. Puisque je parle de Soros, alors Soros, son bras droit, qui bossait pour lui depuis pas mal d'années, je ne sais pas combien d'années exactement, vient d'être arrêté, écoutez bien, pour viol et trafic d'humains. Et George Soros n'a rien dit. Il n'a pas fait une déclaration disant comment mon bras droit a violé quelqu'un et il faisait du trafic d'humains, mais qu'on me l'apporte immédiatement. Il n'a rien dit. Pas une déclaration, pas une ligne, rien. Pourquoi? Moi, je vous pose la question, pourquoi? Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un bras droit depuis 15 ans, qui est votre ami, avec qui vous bouffez, vous partagez les mêmes gonzesses. Ah oui, c'est ce qu'ils font dans ces réseaux. Vous allez aux mêmes réceptions, vous partagez tout, il connaît toutes vos affaires, le mec c'est votre bras droit, donc il a même ta signature pour la banque, hein, tu sais tout de lui, et un jour les flics viennent chez toi, bonjour monsieur, votre bras droit monsieur Intel, on vient de l'arrêter pour viol et trafic d'êtres humains. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, si vous ne savez pas ça, vous tombez des nues. Et vous dites quoi? Vous lui pétez la gueule avant de déposer plainte contre lui pour en plus abus de confiance, je suppose. En tout cas, vous n'êtes pas content. Si vous dites rien, c'est que vous étiez au courant de tout et que même probablement vous étiez complice. Hein. J'imagine Soros dire ah, mais je ne savais pas. Non, Soros il a appelé Castaner et il a dit oh. Il a dit oh, Castaner, qu'est-ce que je fais avec mon bras droit? Je fais quoi? Je pose plainte, qu'est-ce que je fais? Castaner il a fait rien, tu dis banco. L'autre il a fait banco. Il est allé dans un bar tabac, il a pris un banco, il a dit Sarac, illico. Voilà. Non, Soros, il est allé certainement au tribunal payer la caution de son bras droit en disant c'est combien la caution pour mon ami là? Viol et trafic d'enfants? 5 millions de dollars? Attends, oh, je l'ai dans ma poche là, j'ai de l'argent de poche. 5 millions de dollars. Il peut sortir tout de suite par contre parce qu'on a des affaires à régler. Oui, on a encore 2-3 transactions à faire avec la maison d'Epstein et 2-3 autres avec le Mossad, on travaille un peu. On peut? Non, on peut pas. S'il peut sortir tout de suite, c'est bien. Voilà. Ça se passe comme ça, mes amis. C'est Satan qui dirige le monde. C'est Satan. Et le bras droit de Satan, lui, par contre, ne va jamais en prison. Quand il y va pas longtemps. Quand il y va, on dit qu'il s'est suicidé. Et au moment où les gardiens dormaient et où les caméras sont tombées en panne. C'est bien d'être bras droit de Satan. Seulement, c'est une voie que je n'ai pas choisie. Hein, on est d'accord. Donc, c'est bien d'être intouchable. Satan dirige ce monde par ses sbires que sont Soros, BlackRock, Gilead, Goldman Sachs, Rothschild, Bill Gates, Zuckerberg, Rockefeller, et j'en passe. Et leurs petits serviteurs que sont les gouvernements, les présidents, les organisations payées par Soros, et ils sont intouchables. Mes amis, nous sommes une petite poignée d'éveillés. Nous n'avons pas la majorité dans ce monde, et nous ne représentons pas nos citoyens, en aucune façon. Alors je vous dis, bon courage. Pour ceux qui aimeraient connaître une petite tradition indonésienne, je voudrais finir par ça. J'espère que vous avez fini de manger. Si vous êtes homme sensible ou si vous êtes un enfant, ne regardez pas la fin de cette vidéo. Je vous partage une tradition indonésienne magnifique qui tous les ans permet à ce village et à ses villageois de sortir les tombes de leurs défunts, d'ouvrir le couvercle et de les maquiller, de les habiller, de leur donner à bouffer et de les mettre à table et de partager un bon moment convivial familial avec eux. Après vous me dites, t'as l'air triste Jean, t'as l'air nostalgique, t'es bizarre en ce moment. Pensez-vous? Je m'amuse tellement sur cette planète, elle est tellement belle. Salut.